En septembre 2021, Sorare lève 680 millions de dollars et est valorisé à 4,3 milliards de dollars. C'est la plus grosse levée de fonds jamais vue en France. Mais depuis un an, la machine s'enraye au point que tout le monde commence à crier au Ponzi. Je suis sur les cryptos, mon économie est un gros bordel, tout le monde se demande si je suis un Ponzi, je suis. Est-ce que Sorare est un Ponzi? Est-ce que c'est vraiment un Ponzi? Il y a pas mal de mécanismes comme un Ponzi. Le plus marrant, c'est qu'on n'est même pas dans le même cas que Bitcoin, où seuls les anti-Bitcoin crient au Ponzi. Avec Sorare, même une partie de la communauté encore active le décrit comme tel. Alors, est-ce qu'on devient la 5e plus grosse licorne française avec une pyramide de Ponzi? Non, les investisseurs peuvent être irrationnels, mais il y a des limites. Par contre, est-ce qu'on peut devenir la 5e licorne française avec une idée géniale, mais une exécution catastrophique? Apparemment, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sorare, c'est un jeu de fantasy football qui mélange cartes Panini à collectionner, football manager et jeu d'argent. Concrètement, c'est un jeu de cartes de foot à collectionner qui utilise la technologie NFT pour instaurer une rareté sur les cartes virtuelles et donner un réel sentiment de propriété. Mais en plus de collectionner les cartes, vous pouvez créer votre propre équipe et la confronter aux équipes des autres managers. Votre équipe marque des points en fonction des performances réelles des joueurs. Vous devez donc utiliser vos connaissances footballistiques pour créer l'équipe la plus performante en anticipant les performances des joueurs dans la vraie vie. Et cerise sur le gâteau, si vous faites des bons scores, vous pouvez gagner de l'argent. En quelque sorte, c'est un jeu de manager de foot grandeur nature. Vous avez votre club et vous allez décider de quel NFT acheter pour améliorer votre club. Tout comme un manager dans la vraie vie va choisir les joueurs pour améliorer son équipe. Au fil des années, votre but est de mener votre club au sommet en faisant les bons choix, en acquérant des joueurs toujours plus forts pour faire toujours plus de victoires. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce jeu a une proposition de valeur imbattable. Sorare crée un lien entre le réel et le virtuel et donne un aperçu grandeur nature du plus grand rêve des fans de foot, posséder leur propre club. Alors non, Sorare n'est pas un Ponzi, il a une proposition de valeur qui est claire, qui est autre que juste gagner de l'argent. On peut qualifier un jeu de Ponzi quand les joueurs ne sont là que pour l'appât du gain, car évidemment tout le monde ne peut pas s'enrichir. Si aucune valeur n'est créée et que tout le monde est là seulement pour l'appât du gain, alors oui, c'est un Ponzi. Car il arrivera forcément un moment où les nouveaux entrants ne pourront plus s'enrichir et où le jeu ne pourra que mourir. Mais la proposition de Sorare, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est d'entrer en compétition avec les autres joueurs pour éventuellement gagner de l'argent. On est davantage sur une proposition de valeur type pari sportif. Les gens qui font du pari sportif savent qu'en moyenne, les parieurs perdent de l'argent. On dit que l'espérance de gain est négative. Évidemment, les sites de paris sportifs ne peuvent pas redistribuer tout l'argent qu'ils reçoivent. Ils en redistribuent en moyenne moins car ils font un bénéfice au passage. L'important, c'est de donner aux joueurs la capacité de gagner s'ils sont très bons. Il est possible de gagner de l'argent au pari sportif si vous êtes un as des pronostics. Ce n'est pas comme au casino où vous êtes certain que votre espérance est négative. Dans les paris sportifs, les meilleurs peuvent être rentables, certains en font même leur métier. Sorare, c'est pareil, on vous propose de gérer votre club et si vous êtes un excellent manager, alors là, vous pouvez peut-être gagner de l'argent. Mais il reste évident que la majorité des joueurs devront perdre de l'argent. D'après vous, quelle est la valeur qui est créée par les sites de paris sportifs? C'est très simple, c'est l'adrénaline de regarder un match sur lequel on a parié. C'est cette adrénaline qui va récompenser les parieurs et qui fait que le pari est si populaire malgré que la majorité des joueurs perdent de l'argent. Et Sorare alors? Premièrement, Sorare a dans une moindre mesure la même proposition de valeur que des paris sportifs. Vous allez acheter des joueurs, donc vous allez suivre les matchs de ces joueurs et vous allez avoir une émotion quand ces joueurs performent bien. D'un autre côté, vous bénéficiez du plaisir de la collection et d'une immersion dans un jeu de football manager grandeur nature. Alors oui, Sorare crée beaucoup de valeur, ce n'est pas un Ponzi. Et en plus, il crée cette valeur pour une cible bien spécifique, les fans de foot. Le truc cool avec le foot, c'est que ça rend les gens passionnés. Et le truc bien avec les gens passionnés, c'est qu'ils sont prêts à dépenser beaucoup d'oseille dans leur passion. Et ça, c'est une cible en or. N'en déplaise à certains, Sorare est une idée de génie qui a tout pour fonctionner. Mais malheureusement pour eux, la retourne va vite tourner pour lui. Et la frappe de Perisic. Oh non. Et la frappe de Perisic pour l'égalisation croate. les débuts de Sorare ont été un succès retentissant. D'abord porté par la bulle crypto, il a connu encore des grands volumes de transactions longtemps après le début du marché baissier. Mais depuis octobre 2022, c'est la douche froide. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Premier obstacle sur la route de Sorare, le jeu a d'abord été purement et simplement victime de son succès. Rapidement, la demande a largement surpassé l'offre et le prix de leur NFT a explosé. Vous pouvez voir à l'écran l'évolution du prix d'une carte Mbappé tout au long de la vie du jeu. Il est devenu hors de prix de se construire une équipe, et encore moins une équipe avec des joueurs stars.
Et ça, c'est déjà assez dramatique pour un jeu qui veut se développer parce que la barrière à l'entrée pour les nouveaux joueurs est beaucoup trop élevée. Mais bon, quand le problème c'est il y a trop de demandes pour nos cartes, on peut se dire que le jeu se porte encore plutôt bien à ce moment-là. Sans compter que les premiers joueurs ont fait des bénéfices absolument énormes, les premiers arrivés ont pu voir la valeur de leur club multipliée par 30, 50, voire même 100. Cet appât du gain continuait à attirer de nouveaux joueurs malgré le montant élevé à investir. Mais ça a été dramatique quand le marché a chuté. Depuis la fin de la bulle crypto, le prix des cartes a dégringolé. Les pertes des joueurs sont massives et la confiance est brisée. Aujourd'hui, Sorare ne séduit plus aucun nouveau joueur et perd de plus en plus d'adeptes. Ce qui se passe ne ressemble pas à une simple perte de vitesse, mais à une mort lente et douloureuse. Alors, comment un projet aussi génial sur le papier a pu devenir un tel fiasco ? S'il faut retenir une erreur de Sorare, c'est bien celui de sa politique monétaire. C'est-à-dire le modèle d'émission de leur NFT. Ça fait partie de ce qu'on appelle la tokenomics. Quand vous créez un projet avec des tokens, que ce soit NFT ou token fongible, la politique d'émission est primordiale. Une mauvaise tokenomics peut tuer un projet qui est génial sur le papier. Et le mode d'émission de Sorare a été conçu avec le... Pour chaque joueur de foot professionnel dans la vie réelle, ils émettaient initialement chaque année une carte unique, 10 cartes super rares et 100 cartes rares. C'est une politique qui est très simple. Chaque année, 111 NFT émis avec différents niveaux de rareté. Mais alors, où est le problème ? Eh bien, c'est beaucoup trop simpliste pour fonctionner. Cette politique est rigide, elle ne s'adapte pas du tout à la demande. Quand la demande a explosé pendant la bulle crypto, l'offre de cartes Sorare, elle, restait rigide. Donc évidemment, les prix se sont envolés. Ce qu'ils ont dû se dire au moment de la conception, c'est « Génial, nos NFT sont super rares, leur prix va monter ». Alors oui, mais non, c'était une fausse bonne idée qui a complètement cassé l'accessibilité de leur jeu. Il fallait alors dépenser des milliers, voire même des dizaines de milliers d'euros pour construire une équipe qui tienne la route. Mais pas de panique, Sorare sont des bricoleurs. En septembre 2021, ils sortent un nouveau niveau de rareté, on appelle ça des cartes limited, et il y en aura 1000 émises chaque année. Cette petite astuce, à court terme, va permettre de rendre leur jeu beaucoup plus accessible. On pourra alors jouer pour quelques centaines d'euros. Le problème, c'est que ça marche que dans un sens. On peut rajouter un niveau de rareté quand il n'y a plus assez d'offres, mais c'est très difficile de revenir en arrière. Alors, dès que la bulle a explosé et que la demande des cartes a baissé, on s'est retrouvé avec le problème exactement inverse. Aujourd'hui, le moral va moins bien que la dernière fois. Le marché est en train de se péter la gueule. Les prix ont commencé à chuter violemment. Cette chute était tout à fait naturelle. La bulle crypto a explosé, ça a eu un impact sur l'ensemble du Web3, car l'argent a arrêté d'affluer. Mais la politique d'émission rigide de Sorare a largement empiré cette situation. Alors que les managers observaient déjà le prix de leurs cartes chuter, on voyait Sorare qui continuait à inonder le marché avec des nouvelles cartes. Il ne faut pas être Einstein pour comprendre que l'émission de nouveaux NFT aggrave la baisse. On a vu alors une perte de confiance énorme et une hostilité se développer envers un jeu qui gagne de l'argent en appuyant sur la tête d'un marché déjà baissier. Quand Sorare émet de nouvelles cartes, cela équivaut à prélever de l'argent directement chez leurs joueurs. Pas seulement auprès de celui qui va acheter la nouvelle carte, mais auprès de l'ensemble des joueurs qui possèdent des cartes, parce que l'émission va diluer la valeur des cartes déjà existantes. Cette perte de confiance et ce sentiment d'hostilité va encourager la communauté à vendre d'autant plus de cartes, ce qui va alimenter encore plus la baisse. La boucle est bouclée, on se retrouve dans une spirale baissière dont il est impossible de sortir sans réinstaurer un bon niveau de confiance. Sorare aurait dû réfléchir à 2 fois en mettant au point sa politique d'émission. En général, en économie, on aime mettre en place des politiques que l'on dit contracycliques, c'est-à-dire qui vont atténuer les fluctuations de marché. À l'échelle d'un État, par exemple, on peut augmenter les taxes et réduire les dépenses de l'État quand l'économie va bien. Cela freine un peu la croissance, mais ça améliore la santé budgétaire de l'État. Et ça permet d'économiser en vue des périodes où l'économie va moins bien. On peut alors baisser les taxes, augmenter les dépenses de l'État pour relancer la croissance pendant les crises. Pour moi, Sorare aurait dû mettre en place une politique contracyclique qui augmente l'émission de NFT pendant les phases d'expansion et arrête complètement pendant les phases de baisse. Cela aurait permis de ralentir la montée des prix pendant les booms de demande et d'atténuer la baisse des prix pendant les périodes de ralentissement du jeu. C'est leur erreur que je trouve la plus grossière, mais c'est pas forcément la seule. La deuxième erreur de Sorare a été d'interconnecter directement son économie à l'écosystème crypto.
Jusqu'à très récemment, lorsque vous déposiez de l'argent dans le jeu, il était automatiquement converti en Ether. Cela a eu pour effet direct de corréler le pouvoir d'achat des joueurs, et donc indirectement le prix des cartes, avec le marché des cryptos. Si le prix de l'Ether montait, tout le monde gagnait en pouvoir d'achat. Cela avait pour effet de pousser à la hausse les prix des cartes en euros. Mais dans le sens inverse, lorsque le prix de l'Ether se crache, le pouvoir d'achat de la communauté baisse, et le prix des cartes en euros également. Tous les joueurs voient alors le prix de leurs cartes baisser, mais pas parce que la demande baisse, simplement parce que l'écosystème dans son ensemble a moins d'argent. C'est extrêmement frustrant pour les joueurs. C'est dommage parce que c'est loin d'être une fatalité. Il aurait été plutôt simple de protéger l'économie du jeu en ne mettant pas au centre l'Ether, mais une monnaie comme l'euro ou le dollar. Sorare a d'ailleurs annoncé très récemment une telle mise à jour, mais bon, c'est un peu tard. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont pris initialement cette décision. Il y avait probablement un peu plus de complexité technique à intégrer directement l'euro dans le jeu, mais c'était certainement pas impossible. La seule raison potentiellement valable que je vois, c'est d'un point de vue juridique. Peut-être que Sorare a voulu s'éloigner au maximum des jeux d'argent en n'utilisant pas du vrai argent. En tout cas, d'un point de vue purement économique, c'est une erreur. En mettant l'Ether au centre de leur jeu, ils ont rendu leur économie beaucoup trop vulnérable aux fluctuations extérieures. La dernière erreur faite par Sorare est classique chez les Play and Earn. Les Play and Earn, c'est des jeux qui vous permettent de gagner de l'argent tout en jouant. On dit parfois que tous les Play and Earn sont des Ponzi. Et historiquement, c'est plutôt vrai, pour une raison très simple, c'est que ces jeux ne sont pas amusants. Les joueurs qui sont dans le jeu sont là que pour le rendement. Le jour où les premiers rentrés dans le Ponzi sortent leur oseille massivement, on réalise que tout le monde est là pour l'oseille et pas pour le fun, le cours s'effondre et tu connais la chanson. Dans Play and Earn, deux types de valeurs est créé, le Play et le Earn. Mais si le jeu n'est pas amusant, alors aucune valeur n'est créée du côté Play, ce qui veut dire que tout le monde ne vient que pour le Earn. Et là, on est précisément sur un Ponzi. Sorare devait briser cette dynamique. Il avait l'opportunité de créer une valeur colossale grâce à l'immersion dans un jeu de Football Manager. Mais c'est un échec, ils ont finalement raté le gameplay. Je ne vais pas m'attarder trop sur le gameplay de Sorare qui à ses débuts était catastrophique. Ça se résumait à acheter les meilleurs joueurs et donc les plus chers. Il n'y a pas besoin de Sorare Data ni d'être un génie pour gagner, hein. Il suffit de prendre les 4 meilleurs joueurs du monde. Si le concept c'est d'aligner tous les meilleurs et de gagner, le jeu il est pas grandiose, quoi. Une extrême minorité gagnait la majorité des récompenses. Et pour en faire partie, il fallait soit un coup de chance monumental, soit tout simplement faire partie des joueurs qui dépensaient le plus d'argent. Alors, ils ont fait des efforts depuis pour mettre plus de profondeur dans leur gameplay. Mais c'est loin d'être parfait et la confiance de leur communauté était déjà au plus bas au moment où ils ont finalement réussi à mettre un petit peu de profondeur dans leur gameplay. Le mal est fait. Ils ne peuvent pas simplement se rattraper en améliorant un petit peu leur gameplay. Pour récupérer la confiance des joueurs, il faudrait une mise à jour drastique de leur économie. 38e minute et Antoine Griezmann qui laisse aucune... Quel avenir pour Sorare? Une mauvaise tokenomics peut tuer un jeu. Le premier Play and Earn, qui s'appelait CryptoKitties, a été une mascarade principalement à cause de sa tokenomics. C'était un projet qui était très populaire à l'époque, et pourtant le prix des NFT a commencé à stagner alors que le reste de l'écosystème crypto continuait à exploser. Et ça, c'est à cause d'une tokenomics absolument aberrante où des nouveaux NFT de chats pouvaient être créés à l'infini en ayant deux NFT, un mâle et une femelle. Alors oui, c'est marrant de faire se reproduire nos NFT, mais c'est pas viable économiquement. Si vous ne savez pas émettre vos actifs de manière intelligente, votre projet ne peut pas être viable. Bitcoin pourrait très bien souffrir de ce type de problème. J'ai fait une vidéo qui explique en détail pourquoi la tokenomics de Bitcoin met en danger sa sécurité de long terme, et je pense que n'importe qui de l'écosystème crypto devrait comprendre parfaitement ce débat. Donc je vous encourage à aller la voir. Quoi qu'il en soit, le verdict n'est pas encore tombé pour Bitcoin, mais il semble être tombé pour Sorare. Son économie est tout simplement cassée. Il n'y a plus de jeu en fait, hein. Que tu joues bien ou que tu joues mal, tu perds de l'argent à conserver les cartes. On peut plus jouer parce qu'il est cassé, l'économie est cassée. C'est comme... Aujourd'hui, il est presque impossible de gagner de l'argent sur Sorare. Déjà, il est extrêmement difficile d'obtenir un classement qui est rémunéré. Et quand par chance vous l'obtenez, la récompense que vous recevez ne compense pas la baisse du prix de vos joueurs, qui plonge toujours plus bas. Le pire, c'est que Sorare n'a même pas la latitude pour faire des modifications. Ils ont créé un système qui était foireux dès le départ, et il est extrêmement difficile de faire des modifications majeures aujourd'hui. C'est le lot de n'importe quel Play and Earn,
Quand vous annoncez des règles et que les joueurs investissent leur argent selon ces règles, il devient très difficile de faire des changements de ces règles. Alors Sorare fait du bricolage, des petits changements, mais ils passent toujours pour des arnaqueurs, ce qui achève de briser la confiance de leur communauté. En faisant des mises à jour pour régler les défaillances de leur conception originelle, ils achèvent de tuer le peu de confiance que leur communauté leur porte encore. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Comment sauver Sorare? Déjà, il devrait se caler rapidement sur un gameplay qui apporte du fun, de la stratégie et s'y tenir. Arrêtez de changer les règles du jeu car ces changements seront toujours perçus par certains joueurs comme mauvais et cela créera des polémiques. Ensuite, ils doivent trouver un moyen de casser la spirale baissière dans laquelle ils se trouvent depuis un an. Moins de demandes, donc les prix baissent. Quand les prix baissent, le revenu de Sorare baisse également, ce qui met en danger leur modèle économique. Ils se retrouvent alors obligés de baisser les récompenses qu'ils distribuent. Cela baisse la rentabilité des joueurs ainsi que la confiance de la communauté, ce qui alimente encore la baisse du prix des cartes. Pour tenter de sauver la mise, Sorare doit augmenter la valeur perçue par les joueurs. Évidemment, une manière facile de relancer leur jeu serait d'augmenter les récompenses qu'ils donnent, car cela augmenterait la rentabilité des joueurs et pousserait le prix des cartes à la hausse. Mais c'est impossible s'ils n'ont pas la santé financière pour le faire, ce qui a l'air d'être le cas. La meilleure piste serait donc d'augmenter la valeur perçue par des moyens non monétaires, en nouant des partenariats avec des clubs, des marques de sport ou des événements. Faire gagner des places pour des matchs, des réductions pour des Nike et des places pour des événements privés, ce genre de choses. Sorare en parle un petit peu dans ses conditions d'utilisation, comme s'il y avait des récompenses en produits dérivés et expériences. J'ai été moi-même joueur de Sorare pendant un temps et je n'ai jamais vu passer ce genre de récompenses. Donc si elles existent, elles ne sont pas du tout assez mises en avant. Ce serait un très bon moyen d'augmenter la valeur perçue de leur jeu sans dépenser d'argent. D'un autre côté, ils devraient chercher activement d'autres sources de revenus que simplement l'argent injecté par les nouveaux joueurs. En faisant de la pub pour des marques de sport, par exemple, par email ou directement dans l'interface du jeu. Évidemment, cela pourrait être mal perçu d'avoir de la pub dans le jeu, mais si les revenus publicitaires sont injectés directement et intégralement dans les récompenses des joueurs, je pense que la communauté pourrait le prendre favorablement. Pour finir, et ce n'est pas le plus simple, il faudrait qu'ils arrivent à réduire leur structure des coûts. A priori, Sorare redistribue une minuscule partie de l'argent récolté sous forme de récompenses. Pour 1 euro dépensé par Sorare en récompense, Sorare fait rentrer 10 fois plus dans leur caisse chaque mois via les enchères. Que ce chiffre de 10% soit exact ou exagéré, le fait est que c'est beaucoup trop faible. Quand on fait du pari sportif, les sites de paris sportifs prennent des marges qui sont extrêmement faibles relativement au volume de l'argent parié. Plus cette marge est faible et plus le jeu est viable. Dans les paris sportifs, l'espérance est légèrement négative, mais c'est largement compensé par l'adrénaline que ressent le parieur. Ici, si Sorare redistribue seulement 10 ou 20% de l'argent investi, la sensation de perte des joueurs est palpable, et ça va être beaucoup plus difficile de compenser ça avec de la valeur d'amusement ou de l'adrénaline. Si vous reversez 95% de l'argent investi par les joueurs sous forme de récompense, ça veut dire que la valeur non monétaire que vous produisez doit compenser les 5% restants. Mais si vous redistribuez seulement 20%, ça veut dire que toute la valeur non monétaire doit compenser les 80% de perte de l'argent investi. C'est aussi simple que ça, dans tout jeu d'argent. Je ne connais pas la structure des coûts de Sorare, peut-être qu'il est tout simplement impossible pour eux de les réduire significativement. Peut-être n'existe-t-il aucun équilibre où Sorare est rentable et où les joueurs sont satisfaits. Moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il existe un équilibre, un prix d'équilibre, pour lequel Sorare peut payer ses licences et ses frais de fonctionnement et un niveau de risque-gain qui plaît à un public. Personnellement, je suis convaincu qu'un jeu du type Sorare peut être rentable et verra le succès sur le long terme. Mais je ne suis pas sûr que Sorare lui-même puisse y parvenir en partant de sa situation actuelle. D'abord parce qu'ils partent d'un système d'émission de NFT qui est catastrophique et qu'il est très difficile de changer aujourd'hui tant il est ancré dans leur jeu. Ensuite parce qu'ils ont perdu la confiance de leurs joueurs, ce qui peut être difficile à récupérer. Et finalement parce qu'ils ont une structure des coûts qui est lourde et qui ne leur permet apparemment pas de redistribuer une partie suffisamment grande de l'argent investi en récompense. Mais il ne faut pas oublier qu'ils possèdent encore énormément de fonds, une bonne notoriété et ils ont la légitimité d'avoir été les premiers à faire ça. En tout cas, je pense que le concept de Play and Earn Fantasy Football est très loin d'être fini.
La question que je me pose, c'est va-t-on assister à une résurrection de Sora ou à la naissance d'un nouveau géant qui viendra le remplacer? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?